هو راهو بالنسبة للenregistrement حتى كان اللي بداه الconnexion متاعو خايبة باقي يعني عادي ما يتبعش الconnexion متاع اللي بداه. بالعكس bon على كل حال pas grave. Ok. Donc je vous rappelle de l'énoncé de notre exercice. Bon, pour le TP de sérialisation, la première partie, on a vu c'est quoi la sérialisation, c'est quoi l'objectif de la sérialisation. On a pris un exemple, sérialiser la classe personne contient un ensemble des attributs. Donc la sérialisation, elle sera utilisée pour enregistrer l'état d'un objet dans un fichier et ensuite la désérialisation est pour récupérer les informations à partir de ce fichier sur une autre machine ou bien ultérieurement. Alors, on a vu aussi l'exemple de mot-clé transient. Donc, je vous rappelle que le mot-clé transient est utilisé, deux cas peut être utilisé pour deux possibilités. La première possibilité, c'est comme solution de protection de l'attribut, c'est-à-dire on va masquer la valeur exacte d'un attribut d'un objet et ainsi tout attribut marqué comme transient, donc la sérialisation sera négligée ou bien sera ignorée sur cet attribut. Et par conséquent, donc la valeur sera mise comme valeur par défaut. Par exemple, si on prend transient ici int taille, donc la valeur de taille va prendre 0 à la sérialisation à la place de 175. Notre objectif d'utilisation de mots-clés transient, c'est une solution de travailler une application dont tous les objets ou bien dont tous les attributs ne peuvent pas être sérialisés. Je vous rappelle aussi que les attributs qui ne peuvent pas plutôt être sérialisables sont des attributs dont la valeur est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? C'est-à-dire ce sont des attributs dont donc la valeur dépend souvent du système d'exploitation ou de la carte réseau. Et ainsi, on ne peut pas garantir la même valeur à l'exécution donc, de notre application et ensuite ultérieurement à la récupération des valeurs lors de la désérialisation. La quatrième partie donc, de notre TP de sérialisation vise à voir l'effet de l'héritage, ensuite de voir une sérialisation complexe et finalement de voir l'exemple d'utilisation avec l'interface externalizable. D'accord? Donc, pour la partie de l'héritage, on a pris, donc là, on a créé une classe étudiant qui est une classe sérialisable, hérite de la classe personne avec des attributs supplémentaires et vérifier que la sérialisation respecte l'héritage. Donc là, on peut prendre cet exemple.
Donc voilà, ici la partie de classe étudiant. Donc la classe étudiant, c'est une classe réalisable et donc on doit écrire public class étudiant implements java.io.serializable ou bien tout court, on doit invoquer la bibliothèque IO, d'accord, et pour l'héritage extends de personnes. Ici, on a ajouté un attribut, la valeur, donc la variable filière, et ensuite, on a créé le constructeur de l'étudiant qui contient toutes les valeurs pour initialiser les attributs de la classe mère, de la classe personne, et une valeur pour initialiser la valeur de filière. Donc, je vous rappelle qu'au niveau de l'héritage, la première instruction au niveau de constructeur de la classe fille, on doit invoquer la méthode super ou encore qui représente le constructeur de la classe mère directe. Et ensuite, on affecte les valeurs de la classe courante. Ici, l'ensemble des méthodes getters et setters pour récupération et mise à jour des valeurs des attributs de classe. La classe toString pour afficher les valeurs. De même, ici, on a fait la classe, la méthode toString, donc qui hérite. Donc là, nous avons une méthode déjà existante dans la classe personne, nommée méthode toString avec une même signature. Au niveau de la classe étudiant, on est en train de donner une autre spécification à la méthode toString. Donc, on appelle ce terme redéfinition de la méthode toString. Donc, à la redéfinition de la méthode toString, on doit invoquer le comportement ou bien l'ensemble des instructions définies dans la méthode de la classe mère. Et ensuite, on va ajouter les spécifications de la classe courante. Ainsi, on va retourner les informations sur l'étudiant dans l'ensemble des attributs hérités de la classe mère et ensuite la valeur de filière. On passe à la classe de sérialisation maintenant de l'étudiant. Ici, il suffit d'instancier un objet étudiant. Ensuite, on crée deux fichiers. On va créer le fichier dans lequel on va enregistrer l'état de notre objet. Donc, file output stream file égale new file output stream, prenons en paramètre étudiant.ser, c'est-à-dire l'extension de fichier étudiant qui est un fichier sérialisable. D'accord? Ensuite, object output stream OS égale à new object output stream file. Au niveau de ces instructions, on doit les écrire dans un bloc try catch. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'utiliser des inputs et d'outputs, des actions sur les fichiers. Ces instructions peuvent enlever des erreurs au niveau de l'exécution et non pas la compilation. Et par conséquent, on doit déclencher des exceptions en cas d'erreur. Parmi les exceptions possibles ou bien les causes d'erreur, on trouve que la personne qui est en train d'exécuter l'application n'a pas, par exemple, le droit d'écrire sur un fichier. Ou bien, il n'y a pas de mémoire suffisante pour créer le fichier. D'accord? Donc ici, os.write object et on donne l'objet étudiant. On force l'écriture totale sur notre canal
de sortie et à la fin os.close. À la désérialisation maintenant, on doit récupérer l'information à partir d'un fichier existant. Donc, file input stream file égale à new file input stream. Prenons en paramètre étudiant.ser. Ensuite, ici, object input stream égale à new object input stream file. Donc, on est en train de créer filtre ici sur l'objet file pour récupérer les informations en respectant les valeurs donc, de string, int, etc. Et ensuite, étudiant égale oes.readObject. Donc, à la lecture d'un objet, on doit faire le casting ici pour forcer la conversion des valeurs de object vers le type étudiant. À la fin, il suffit d'afficher les informations sur l'étudiant, sur l'objet étudiant récupéré depuis ici le fichier étudiant.ser. Une partie catch, donc on peut avoir des exceptions liées à IOException. Par exemple, le fichier est introuvable ou bien endommagé, ou bien l'utilisateur n'a pas le droit de lire à partir de ce fichier, ou bien le fichier est utilisé par une autre application. On peut trouver aussi class not found exception. Si la classe, par exemple, étudiant n'est pas existante, on peut trouver aussi une autre exception, null pointer exception. Donc, toutes ces exceptions, ici, on peut les énumérer ou bien on peut les regrouper dans un seul catch. Par exemple, si on ne connaît pas exactement la cause d'erreur ou bien la classe traitant l'erreur convenablement, comme ici IOException ou bien not found exception, il suffit d'invoquer la classe mère de toutes les exceptions, java.util.exception. Donc là, il suffit catch exception e et ensuite e.printStackTrace pour afficher l'état de l'exception, pour envoyer les messages sur cause d'erreur. Il y a d'autres méthodes comme e.getMessage ou bien e.toString. Donc, lorsqu'on va tester ces deux codes sources, donc là, lorsqu'on va exécuter notre méthode main, on vérifie que la sérialisation respecte l'héritage. C'est-à-dire, là, toutes les valeurs héritées de la classe personne seront sérialisées. Donc, de plus, la sérialisation respecte l'héritage si on enlève le mot-clé implement serializable. Pardon. Donc, la si elle implémente la classe de serializable, le code reste correct et on n'aura pas des erreurs à l'exécution. Pourquoi? Parce que la classe mère est une classe sérialisable, classe étudiant hérite d'une classe sérialisable et donc la classe étudiant respecte aussi la sérialisation. On passe finalement à l'exemple d'utilisation multiple d'objets utilisés comme attributs pour des autres objets dans la même application pour vérifier si un tel objet sera sérialisé plusieurs fois ou bien une seule fois. Donc là, on parle de la sérialisation complexe. Pour ce faire, nous avons les classes adresse. Ici, comme vous voyez, je vous rappelle de l'énoncé. Voilà.
Donc, pour la sérialisation complexe, chaque personne possède une adresse qui est une classe sérialisable et un compte bancaire qui lui-même est associé à la même adresse. Donc, on demande de vérifier que la sérialisation et la désérialisation récursive est respectée après avoir créé toutes les classes. Donc, on revient ici à notre code. On crée tout d'abord la classe adresse, qui est une classe sérialisable. On donne le code source, initialisation des paramètres, création de constructeurs, etc. Les méthodes getters et setters, méthode toString aussi. La classe maintenant compte bancaire, qui contient comme attribut un objet de type adresse, comme vous voyez ici, et de son tour une classe sérialisable. Alors, on passe à la dernière étape. Spécification de la classe personne. Donc ici, au niveau de la classe personne, nous avons des attributs nom, prénom, taille, plus un attribut de la classe adresse et attribut de la classe de compte bancaire. Donc là, si on vérifie, on trouve que la classe personne possède déjà une adresse et possède un attribut de type objet, ici, de compte bancaire. Et compte bancaire contient dans ses attributs une adresse. Lorsqu'on passe à la sérialisation, donc là, on passe à la classe sérialisable pour voir la sérialisation complexe. Donc, on va instancier un objet de la classe adresse, instancier un objet de la classe compte bancaire qui prend comme paramètre ici le constructeur, une valeur par exemple le numéro et l'adresse, même adresse qu'on a déjà créée. Ensuite, la classe personne, on va instancier un objet P qui prend comme paramètre ici au niveau de constructeur nom, prénom, ensuite adresse et compte bancaire. Donc là, nous avons une adresse et ici, la même adresse, elle est utilisée dans le constructeur. Donc, comme on a vu à la première partie, donc on va créer un fichier sur lequel on va écrire l'état de la personne, c'est-à-dire les valeurs des attributs de la classe personne. Et ensuite, on va écrire, donc là on a créé le fichier, ensuite on va écrire les valeurs sur cet objet dans le fichier P. Donc si on va tester, ensuite la désérialisation, on vérifie que on trouve la présence des attributs nom, prénom, taille, et ensuite nous avons rue comme code postal, compte et les valeurs de compte. Donc là on a fait la sérialisation des informations de personnes tout seul et ensuite les valeurs de l'adresse. On va passer maintenant rapidement à l'autre TP. Donc TP numéro 3. Y a-t-il des questions tout d'abord avant de passer? Allô? Allô? Y a-t-il des questions?
Mais juste remarque pour la classe externalizable, là, je vous rappelle que la classe externalizable, c'est une classe créée avant la classe serializable par la plateforme Java. L'objectif ici de cette classe, c'est de sérialisation, plutôt de personnaliser la sérialisation des attributs de notre objet. C'est-à-dire, pour éviter tout risque, par exemple, de sérialiser par exemple un objet qui n'est pas sérialisable ou bien qu'on n'estime pas sauvegarder la totalité des états sur les attributs, etc. Okay, la remarque sur externalizable. De plus, il faut, donc là, par rapport à la classe d'externalisation, c'est obligatoire d'implémenter les méthodes de cette interface. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 de TP numéro 3. Maintenant, on va travailler une application permettant d'avoir un serveur acceptant plusieurs connexions simultanément. Donc, créer une classe serveur, je suis en train de vous rappeler de l'énoncé. Créer une classe serveur multithread nommée serveur multiclient qui pourra gérer simultanément un nombre illimité de clients. Chaque client a sa propre socket de connexion et est associé au serveur dans un thread dédié. Ensuite, chaque nouvelle connexion crée un thread et lui passe le socket de connexion. Il faudra donc créer cette classe de thread dédiée à chaque client. La tâche principale sera de 1. Envoyer un premier message amical d'accueil. Ensuite, attendre une phrase de réponse du client. Troisièmement, faire une pause d'une seconde. Quatrièmement, envoyer une phrase au client en utilisant la méthode message suivant. Cinquièmement, boucler en revenant à l'étape 2. Sixièmement, sortir de la boucle si la réponse du client est vide ou si le client s'est déconnecté. Donc là, à la déconnexion, une exception sera déclenchée. Finalement, donc, pensez à ajouter une méthode protected void finalize pour fermer proprement notre socket et les flux d'entrée et sortie. Ici, vous trouvez le code source de la méthode message suivant. Et pour la partie client, maintenant, le client, la classe, se baser sur le client de l'exercice 1 pour créer la classe client de l'exercice 2. Ensuite, pour que les clients restent connectés au serveur pour 10 échanges affilés, en affichant à l'écran les phrases du serveur et en répondant à chaque fois, le programme principal de chaque client sera le suivant. Premièrement, recevoir le message du serveur. Ensuite, incrémenter la variable pointeur pour répondre par je suis le client. On donne lot. Ensuite, j'ai fait par exemple un tel nombre d'appels. Quatrièmement, faire une pause de 2 secondes. Ensuite, boucler à l'étape 10 fois. Terminer par un envoi d'une phrase vide. Et à la fin, tester le serveur en lançant plusieurs clients simultanément. Donc, on passe à la correction. Nous avons ici, tout d'abord,
la classe serveur. Donc, le serveur, il doit contenir une socket de type serveur qui doit être déjà créée et qui doit être mise à l'écoute pour attendre les requêtes des clients. Donc, pour attendre toute tentative de connexion des applications de clients. Donc, nous avons ici l'ensemble tout d'abord des bibliothèques. Donc, on va importer bibliothèque java.io et java.net. Notre classe contient, donc classe serveur multi-client, contient la méthode main. Donc, pour créer une socket, nous devons avoir comme information minimale le numéro de port. Ensuite, attribut server socket initialisé à null. Et une socket qui sera réservée à la partie client, de même initialisée à null. Ensuite, int nombre de clients pour ici compter le nombre de connexions établies avec les utilisateurs. On peut donner la main à l'utilisateur de modifier la valeur de port et donc if args.length égale à 1, donc port sera mis à jour et est égal à integer.parseInt args de 0. Donc là, cette méthode, elle va convertir la chaîne dans le tableau à la position 0, elle va la convertir vers le type d'entier, int. Ensuite, donc là, socket server égale à new server socket for 5. La deuxième valeur dans ce constructeur présente le nombre maximum de clients connectés simultanément. Donc, une fois la socket du serveur est créée, on va afficher system.out.println serveur est à l'écoute sur le port et on donne le numéro de port. Dans notre cas, 80-80. Ensuite, while true, c'est-à-dire tant qu'il y a une requête de client, qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter cette requête. On va accepter l'établissement de la connexion. Donc, socket égale socketserver.accept. On incrémente le nombre de clients connectés et ensuite, on va lancer le thread de client. Donc, là, thread client égale à new client, thread client, new client, l'objet new client égale à new thread. On donne en paramètre socket et ensuite nombre de clients courants et après new client.start. Donc, au niveau de la méthode new client.start, ici, on va démarrer le client et cette méthode start, elle va invoquer la méthode run implémentée dans la classe client. On passe maintenant à la classe client. Tout d'abord, c'est une classe qui hérite de la classe thread. Je vous rappelle, pour créer des threads, donc, soit notre classe, elle doit étendre de la classe thread, ou bien elle doit implémenter la méthode runnable. Donc, on a utilisé l'exemple avec extend thread. Les attributs de notre classe sont objet socket, valeur entière, la valeur entière nombre de clients, ensuite le nombre de requêtes, après des attributs pour les inputs et l'output, out et in, des objets de printer-writer et l'autre objet de buffer-reader. Et après, on passe
à notre méthode ici, la méthode run, qui est la méthode principale de notre thread. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire au niveau de cette méthode run? Donc, premièrement, on va afficher un message indicatif, par exemple, que le thread est commencé. Donc, thread number, on donne le nombre de clients, has started. Ensuite, on fait l'instanciation de nos objets out et in. Sur le canal de sortie, on va envoyer le message out.println and the server any message, ou bien nouveau client connecté, ou bien bienvenue, avez-vous une question, ou bien requête, etc. Donc juste là, c'est un message indicatif aussi, au choix de l'utilisateur ou bien de concepteur de l'application. Ensuite, on va initialiser une variable chaîne de caractères pour récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur ou bien le client. Donc, string replay égale in.readline. Ensuite, while reply est différente de la chaîne vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre, donc on va invoquer la méthode faire une pause et ensuite on va afficher le message adéquat en invoquant la méthode message suivant. Donc, là plutôt on va envoyer le message adéquat ou bien résultat de message suivant, de la méthode message suivant. Out.println message suivant et après replay égale in.readline pour relire ou bien mettre en attente la réaction de l'utilisateur pour saisir d'autres informations. En cas d'erreur, on va afficher l'erreur liée à l'exception et avant de quitter, on va forcer notre machine virtuelle d'exécuter ce code. Donc, là, c'est le partie finally, c'est un bloc obligatoire, même en cas d'erreur. Donc, on va appliquer l'instruction socket.close. Donc, on va fermer notre socket avant de quitter. Donc, ici, nous avons la méthode de constructeur. Ensuite, la méthode message suivant, dont le code source est donné dans l'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce qui reste? Il reste deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode faire une pause. Et la deuxième méthode, c'est notre programme principal, méthode main pour tester. Donc, pour faire une pause, on va afficher le message system.out.println, pause d'une seconde, pour notifier l'utilisateur ici qu'on est en train d'exécuter l'instruction d'attente. Et ensuite, on va invoquer la méthode héritée de la classe mère, de la classe thread, pour appliquer sleep d'une seconde. Donc là, on a donné 1000 parce que la valeur est marquée en microscope. Finalement, au niveau de cette classe, la méthode main. Donc la méthode main, on peut ici prendre la valeur de l'adresse IP de l'utilisateur donc Internet adresse hot égale à nous, port égale à 8080 et socket égale à nous. Ensuite, si l'utilisateur va modifier la valeur de
l'adresse IP du serveur, alors on doit récupérer la valeur à partir du tableau de args. Donc là, if args.length est supérieur ou égal à 1, auth égale internet address.getByname et on donne ici la première chaîne. Sinon, on va travailler en localhost. Donc, on va travailler en local et ainsi la valeur de auth égale internet address.get localhost. Donc là, on va donner l'adresse IP 127.0.0.1. Donc là, la valeur sera substituée par 127.0.0.1. Ensuite, si l'utilisateur a mentionné à notre port, donc là, une autre valeur pour être affecté au port, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, if args.length égale à 2, port égale à integer.parseInt args de 1. On passe maintenant à l'établissement de connexion. Socket égale à new socket qui prend en paramètre l'adresse IP du serveur. Donc, hot égale à machine connectée. C'est un mot scientifique utilisé en informatique signifiant machine connectée. Donc, la machine connectée, il y a déjà notre serveur qui est mis à l'écoute. Donc, socket égale à new socket, on donne l'adresse IP du serveur, ensuite le numéro de port. On instancie deux objets d'input et d'output, des messages, et ensuite compteur pour savoir c'est quoi le message qu'on va renvoyer par la méthode getMessage. Donc, while compteur elle est inférieur à 10, plutôt l'année pour travailler sur 10 secondes, pour 10 requêtes. Donc, string message égale in.readline. Ensuite, on va afficher le message, incrémenter le compteur, afficher le nom de client, donc I'm the client. Ensuite, on donne l'adresse et après, edit nombre ici de requêtes. Une fois le message est envoyé, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre 2 secondes. Et d'où l'instruction thread.sleep 2000. Ici, vous avez la partie des caches. Et à la fin, obligatoirement, en cas d'erreur, on doit invoquer la méthode pour fermer, finalize, pour fermer notre socket. Donc, comme ça, on a terminé l'exercice numéro 2 de notre TP3 sur les threads. On peut passer à tester notre programme. Donc, par exemple, ici, serveur, on donne l'exécution. Au niveau de cette partie de notre environnement de développement Eclipse, vous trouvez donc les messages ou bien résultats des imprimes écran. D'accord? Les messages affichés. Ici, nous avons une seule console, donc un seul programme qui est en train d'être exécuté. On va lancer maintenant un client. Run. Donc, comme vous voyez, là, notre programme tourne convenablement. Par exemple, on peut lancer d'autres threads de clients. Donc, autre, autre et autre. Donc, là, au niveau de notre logiciel Eclipse,
Là, exactement, في cette partie, cette icône, on peut visualiser l'ensemble des applications autonomes. اللي هما عندي trade client ou serveur multi-client. Donc, dans notre cas, nous avons plusieurs clients qui fonctionnent simultanément. Donc, nous avons ici serveur multi-client qui est en train d'être exécuté. Et en parallèle, nous avons premier client qui a terminé, deuxième client qui est en cours d'exécution et nous avons autre client qui est aussi en cours d'exécution. D'accord? Donc, d'accord. Donc là, on a l'exception. Donc, on ne doit pas lancer plus que 5 serveurs clients à la fois. D'accord? Donc, là, il y a trace d'exécution de notre exercice numéro 2. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, avant de passer à l'autre exercice? Je vous écoute. Hein? Madame, Oui, Mohamed. نسيت تورينا فصل الأوت. Allô? ألو. Oui, Mohamed, tu m'as posé une question. الآت قلت لي أي الآت قلنا احنا في l'informatique on utilise le mot hôte, c'est un mot technique بالنسبة لنا في l'informatique. السينيفيكاسيون بتاعها هي ماشين كونكتي. دونك وقت اللي نقول hôte نقصد بها ماشين كونكتي. أي أما نحب نشوف مدام كيفاش خديت الاي بي وكل شيء كان لي يجيك ديسكتوب. نسيت تورينا الكود مرة أخرى متاع الكليون. هنا donc لنا الhôte par défaut plutôt لنا on a créé un objet de type internet adresse. D'accord? Égal à nul. Ensuite, nous avons deux possibilités dans la conception de notre application. Soit on va travailler à distance. Plutôt trois possibilités. La première, on peut travailler à distance. La deuxième, on peut fixer une adresse. L'application est statique, elle ne fonctionne ou bien on ne peut pas se connecter qu'à un seul serveur, qu'à une seule machine. Ou bien, on donne à l'utilisateur de spécifier lui-même l'adresse IP du serveur. D'accord? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, if args.length elle est supérieure à 1. args.length c'est le tableau donné en paramètres de la partie main, la méthode principale main. D'accord? Donc, si elle est supérieure ou égale à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'utilisateur a saisi une information comme valeur d'entrée d'exécution de notre application. Donc là, c'est-à-dire il souhaite par exemple se connecter à une machine spécifique. L'avantage d'AWA en utilisant l'environnement Eclipse,
يعطيك déjà détail explicatif على الميثود getName. donc لنا شي يقول لك determinize لنا the IP address of a host given the host's name. donc example, donc www.example.com ou bien l'adresse IP par exemple 129.10.7.80. d'accord. لهنا l'adresse IP عندها deux présentations. héberger machine connectée, donc on a un nom de site qui commence par 3W, ou bien l'adresse IP concrète qui est formée de 4 octets. Dans le cas contraire, else, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire args.len, elle est égale à 0. donc là, on dit hatta valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler en local. C'est pour cette raison on a écrit hot, donc la machine à laquelle on souhaite se connecter possède comme adresse IP ou bien comme le nom de serveur adresse de machine locale. C'est notre machine locale. Donc, pour récupérer l'adresse locale, la bibliothèque Internet Address, plutôt Internet, possède la classe Internet Address dans laquelle la méthode ici getLocalHost donne en réponse la valeur 127.0.0.0.1. d'accord. donc voilà, hot égale à internetadress.getLocalHost. ici, autre instruction pour spécifier si on estime modifier la valeur de port ou bien garder la valeur à l'initialisation de l'entier port. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. De rien, je vous en prie. On passe maintenant à l'exercice numéro 3 de notre TP. Donc, l'exercice 3, on va créer une application pour se communiquer en temps réel. هي reconnue par chat. Ou l'abréviation de ces applications nommées IRC. Donc, IRC, c'est l'abréviation de Internet Replay Chat. Donc, is a protocol that enables real-time text communication between people. Donc, là, c'est une application assurant une communication en temps réel entre les utilisateurs. On va lire l'énoncé. Le principe d'un IRC est qu'un ensemble de clients, tout connectés au même serveur, puissent dialoguer, c'est-à-dire que chaque client voit tout ce que disent les autres clients et peut lui-même parler. Pour distinguer maintenant les clients les uns des autres, chacun porte son propre nom, qui est repris en en-tête de chaque message. Le rôle du serveur IRC est donc de recevoir en simultané les messages de tous les clients et de les renvoyer vers tous les autres clients. Donc, le serveur ياخذ en entrée les différents messages de clients et il va diffuser donc aux autres. Convention, chaque client doit fournir à la connexion au serveur son pseudonyme. يعطي nom pseudo هذه convention de communication en chat. Ensuite,
le serveur doit savoir ce qu'on attend du serveur de notre application. Tout d'abord, il doit attendre des connexions. Il doit se mettre à l'écoute pour attendre les connexions avec les clients ou bien l'utilisateur. Créer un nouveau thread pour chaque nouveau client. On va voir pourquoi ensuite. Donc là, on a une communication simultanée. شفناها déjà multiple في l'exercice de l'EQAP. Ensuite, créer et maintenir une liste des clients connectés. Donc, il doit stocker des informations sur ces clients connectés. Ensuite, indiquer à tous les clients les nouveaux connectés et ceux qui sont déconnectés. À chaque action d'un nouveau client, connexion ou bien déconnexion, il doit informer les autres de groupe, de chat, que telle personne a été connectée ou bien que telle personne a quitté la conversation. Le thread serveur maintenant, chargé d'un seul client, doit, à la communication initiale, مع seul client, hello socket مع le client. Envoyer un message de bienvenue, envoyer la liste de tous les connectés et faire passer chaque message provenant du client au serveur qui à son tour l'envoie à tous les clients connectés. Donc, pour vous aider à travailler cet exercice, on a proposé d'utiliser la classe java.util.vector. Donc, pour créer la liste des utilisateurs, on va utiliser la classe java.util.vector qui possède 4 méthodes utiles. Donc, لنا هذه الكلاس فيكتور لنا java.util.vector. عندنا d'autres classes هذوما معروفين باللي classes de collection. Donc, on va utiliser des collections, c'est-à-dire des objets à manipuler. D'accord? Normalement, vous avez vu les collections au niveau de votre cours Atelier Java. D'accord? Et surtout, les collections sont utilisées pour montrer le polymorphisme. C'est-à-dire, مش هذا l'objectif de notre exercice في l'utilisation de vecteurs, mais c'est pas grave, je vous rappelle, les collections sont utilisées pour montrer le polymorphisme, c'est-à-dire, par exemple, la classe vecteur, c'est un tableau spécifique pour les objets, implémenté par la plateforme Java, d'accord, qui prend donc les valeurs de ces vecteurs sont des objets. Les classes elles héritent de la classe mère. Donc, elle est la classe object. D'accord? Ensuite, on peut spécifier, on peut à l'instanciation de notre vecteur, on peut spécifier on donne par exemple le nom de la classe courante. Application. Ok? Ensuite, les objets réels في الفيكتور هذا peuvent être différents objets de classe phi de cette classe mère de mon application ou bien de la classe object. La classe vecteur contient des méthodes comme add element, remove element, insize, object element, mais ne sont pas les seules méthodes. On a plusieurs autres méthodes. D'accord? بالنسبة للميثode add element, elle prend en paramètre object. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la classe vecteur manipule des objets. C'est une collection des objets. Et puisque tous les objets héritent de la classe object, donc ça sera correct. Pour toute utilisation, add element prend en paramètre object et on donne l'objet de notre classe. Pourquoi? Parce que notre classe est un object.
D'accord? Notre instance est un objet. Donc là, on va ajouter un élément à notre vecteur. Ensuite, remove element. Elle prend en paramètre aussi object pour supprimer un objet. Int size pour récupérer le nombre des éléments de notre vecteur. Et à la fin, element at et on donne la position. Elle va nous renvoyer l'objet à la position ici, variable position, qui est de type object. C'est clair? Donc, on passe maintenant à la correction. Exercice 3 de notre ATP. La première classe, serveur. Donc là, ici, vous cliquez dans la classe server.java en utilisant l'environnement Eclipse. Vous pouvez comprendre la classe avant même de la lire. Soit à droite, et les bulles rouges, ce sont. Donc nous avons des attributs et des méthodes. On a là socket, nombre client, request client, out, in, run, etc. Donc là, on comme si l'abstract résumé qu'est-ce qu'elle contient cette classe comme attributs et méthodes. Ou bien vous pouvez cliquer sur le nom du fichier, donc une partie des attributs sont montrés en rouge, d'accord. Les Huma, donc cette classe contient comme attribut client socket, message, SS, users, client message sender, day in, day out, s username. Ou le partie بالvert, les méthodes implémentées au niveau de cette classe. D'accord, donc là, on a juste, c'est une remarque pour vérifier, par exemple, si le code source est très lent, pour vérifier vos paramètres, vos attributs et vos méthodes. D'accord? Donc, code source Tawa de notre classe serveur, comme on a de thread client par l'exercice TNI. Voilà, on passe au serveur de l'exercice 3 de notre TP. Au niveau de cette classe, nous avons les méthodes suivantes. Donc, on a la méthode principale, le programme principal, le main. On a là le serveur socket pour présenter le constructeur de notre classe. Ensuite, client thread méthode pour initialiser thread lors de connexion avec client. Nous avons la méthode finalize pour fermer notre socket à la fin. Nous avons la méthode init et run. Pourquoi? Parce que notre classe hérite déjà de la méthode de la classe thread. Donc, puisque notre classe hérite de thread, donc le comportement, le traitement doit être donné dans la méthode run. On trouve ici la méthode init. À quoi ça sert la méthode init? La méthode init, lors de programmation des threads, vise à initialiser les variables d'environnement de notre thread. Donc là, lorsqu'on va invoquer, par exemple, serve.start, la méthode .start, à son tour, elle va déclencher la méthode run. Mais avant de déclencher la méthode run, d'une façon implicite, on va préparer l'environnement de notre thread et donc on va invoquer la méthode init. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la méthode init?
Donc, au niveau de la méthode init, les attributs. Donc, les attributs, on a serveur socket pour se mettre à l'écoute et attendre les clients. Socket pour l'établissement d'une connexion avec un client. DIN pour le flux de données en entrée. DOUT pour le flux de données en sortie. Ensuite, username pour donner le nom de client courant en train d'être connecté. Ensuite, message sender ici, c'est un objet de la classe message sender. On va voir la classe message sender, qu'est-ce qu'elle contient après. Ensuite, nous avons trois vecteurs. Le premier vecteur, donc, avez une remarque que j'ai dit depuis 5 minutes. Donc, on a dit que la classe vecteur, quand c'est une collection, permet d'avoir une collection des objets. Donc, vecteur socket, donc on va forcer ou bien informer que notre vecteur de collection, il va contenir quoi? Un ensemble de sockets. Donc, les sockets sont réellement les connexions avec les différents clients. C'est clair? Donc, on va instancier notre vecteur de client, donc des sockets de client. Donc, client socket égale à new vector socket. Ensuite, on va enregistrer les différents messages des différents utilisateurs pour les renvoyer aux autres. Donc, vecteur des messages égale à new vector des chaînes de caractères. Donc là, on va spécifier la partie exacte de notre objet, type de notre objet. L'autre vecteur, c'est pour enregistrer les pseudos. Donc là, vecteur string, users, donc c'est un vecteur de chaîne de caractères. Le constructeur server, donc là, donc prend en paramètre S, ensuite donc initialisation des data input string, output string et invocation de init. La méthode init, maintenant on revient, qu'est-ce qu'elle contient? On a dit c'est l'affectation de valeur de notre environnement de thread. Donc, ajout d'utilisateur. Donc, la première tâche, lorsqu'un utilisateur estime de se connecter, il va donner son nom. Donc, username égale à din.readETF. Ensuite, users, le tableau, le vecteur plutôt des noms. Il va comporter maintenant ce nouveau utilisateur. Donc, users.addElement et on donne en paramètre username. Ensuite, on peut afficher un message indicatif que la connexion avec ce client, ce username, a été établie avec succès. Donc, not username has successfully established connection with the server. Ensuite, je vais envoyer un message de salut vers cet utilisateur, par exemple, Welcome to the chat IRC. Forcer de vider notre tampon d'envoi. Et après, je vais informer, plutôt je vais citer à ce nouveau client la liste des personnes qui sont déjà connectées, les autres clients. Donc là, dout.writeETF, je vais envoyer à ce client la liste des autres utilisateurs. Here is the list of connected users. Donc for string users,
users. C'est un exemple de parcours de vecteur ou bien de collection à la place d'utilisation de itérateur. La classe itérateur. Lorsqu'on écrit string user, donc là on donne le type de variable qui sera utilisé comme compteur, d'accord, comme variable temporaire à chaque itération de point users. Donc là users, c'est le nom de notre vecteur des utilisateurs. Ok, donc à l'exécution de ce bloc, de cette boucle, à chaque fois users à la première itération, il va prendre users point element at 0 ياخذ le premier élément في le vecteur. Deuxième itération, la valeur de user sera la deuxième chaîne اللي موجودة في le vecteur, et ainsi de suite jusqu'à atteindre la fin du vecteur, jusqu'à atteindre on a affecté ou bien on a dépassé la taille de notre vecteur. Ok, donc je répète, for string user de point user, donc c'est pour servir de compter les éléments, parcourir les éléments de notre vecteur. If maintenant user n'est pas l'élément courant dans ce tableau. Ben, au niveau de chaîne de caractères, ما نكتبوش users égal à égal user. علاش ما نكتبوش هكا؟ Pourquoi on ne doit pas écrire égal à égal username? Qui possède la réponse là? Pourquoi on n'écrit pas if user égal à égal username? خاطر يقارن الريفيرونس مش الكونتوني نتاعو. Très bien, Fatima. Donc là, on ne doit pas écrire égal égal parce que user ici c'est un objet. Donc là, c'est un objet de chaîne de caractères. La classe c'est la classe string qui hérite de la classe object. Donc lors de la comparaison entre deux objets, on n'écrit pas égal à égal. Donc si on écrit égal, c'est-à-dire on compare les références de deux objets. Par contre, lorsqu'on estime de comparer les valeurs, surtout هذه méthode implémentée dans la bibliothèque de chaîne de caractères, dans la classe string, donc user.equals, et on donne la deuxième chaîne, elle va comparer les caractères de deux chaînes. Il va comparer les deux chaînes. Si c'est égal, ok, sinon, il suffit d'ajouter le point d'exclamation pour montrer que la réponse est fausse. Donc, if noUser.equals username, l'élément dont je vais appliquer le traitement n'est pas le client courant. Qu'est-ce que je vais faire? J'envoie un message aux autres pour les informer de cet utilisateur qui est récemment connecté. D'accord? Ensuite, layout.writeUTF, donc l'indication pour n'importe quel message. Et ensuite, des out.flash, donc là, comme séparation, l'information à l'échelle du serveur, ou bien ensuite les informations reçues par les autres clients. Génère plutôt les messages envoyés par les autres clients au serveur et ensuite forwardés vers les clients. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va informer les autres clients de la présence de nouveaux clients.
Donc, on a terminé l'établissement, plutôt l'envoi de messages vers la personne récemment connectée pour lui informer de la liste des personnes déjà présentes. Maintenant, je vais informer les autres que le dernier client est déjà connecté. Donc, informer les autres clients de la présence d'un nouveau client. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va parcourir notre vecteur de socket. L'information concrète des clients, les sockets. Donc, for socket client socket, client socket à la fin S. Donc, là, pour désigner notre vecteur. Donc, on va parcourir tous les éléments de notre vecteur. Si le client socket, là, elle est différente de S, c'est-à-dire différente de la socket courante, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle canal de sortie. Ensuite, on va écrire là-dessus out.writeUTF username has joined the IRC. Donc, un autre client est connecté à notre application de chat. Ensuite, client message sender égale à new message sender message des in des out username. On va expliquer cette instruction. Cette instruction est la partie la plus complexe au niveau de cet exercice. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est quoi? L'objectif de cet exercice, c'est de montrer qu'on peut se communiquer en temps réel entre les différents threads et chaque thread peut visualiser l'information reçue par d'autres threads. Donc là, on a client message sender. Pour chaque client de notre application de chat, il peut envoyer aux autres et il va recevoir l'information écrite par les autres clients. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les messages là, reçus par le serveur peuvent être altérés ou bien modifiés par différents threads. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si je vais jouer le rôle de chef d'orchestre pour organiser les messages et le reçus qui sont reçus par les différents clients. Donc, client message sender égale à new message sender. Donc, la classe terne, on va l'explorer juste après cette classe. Elle prend en paramètre, le constructeur prend le vecteur de message. Ensuite, notre variable data input string, notre variable data output string et la liste des noms des différents clients. Ensuite, puisque cette classe étant de la classe thread, on écrit client message sender.start. Donc, on lance ou bien on déclenche le thread client message sender. Constructeur de notre manipulation Tawa de ces messages avec le client. Donc, public void client thread method try string message égale à des in.readUTF. Donc, on va lire un message reçu par un client quelconque. Donc, if message is not empty. Donc, si le message n'est pas vide. Is empty, c'est une méthode déjà existante dans la classe string. Donc, si le message n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce message dans le vecteur des messages
ce serveur. Donc là, messages.addElement, je donne comme information username pour montrer que ce message est reçu de quel client. Donc username plus la valeur de message. Ensuite, synchronized message. Pourquoi? Là, on a utilisé synchronized message parce qu'on a dit que notre application accepte plusieurs connexions simultanément. On a un serveur ou un multithread de clients. Les différents clients peuvent envoyer d'une façon simultanée les informations. Donc, les messages reçus des différents clients seront stockés dans la ressource des messages. اللي هو le vecteur d'ensemble de messages. Ok? Puisque la ressource elle est partagée, je risque d'avoir des informations altérées. Par exemple, Mohamed Aziz a envoyé bonjour, Farida a envoyé j'ai terminé, ou Mohamed Amin a envoyé voici un exemple. Donc là, lors de réception des messages, je peux prendre une partie de messages de Mohamed, partie de Farida ou partie de Mohamed Amin. Ok, qui met le principe des comptes bancaires. Déjà une personne en train de faire un virement et l'autre elle est en train de faire un versement. En parallèle. Donc je risque d'avoir que la transaction n'est pas effectuée simultanément. La solution c'est d'utiliser les threads. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsqu'une ressource elle est partagée entre les différents threads ou bien différentes applications, on doit activer un verrou, c'est-à-dire on doit bloquer le traitement jusqu'à qu'un utilisateur termine l'écriture sur cette ressource pour que l'autre puisse lire ensuite une valeur exacte. De même, ici, le vecteur message, c'est une ressource partagée entre les différents threads associés par le serveur au client. D'accord? Donc, chaque thread qui estime créer ou bien ajouter un élément ou bien une chaîne à ce vecteur, il doit respecter le principe de synchronisation. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Message.addElementUsername.message, je notifie que cette ressource elle est déjà partagée, donc j'utilise le mot-clé synchronize, ici message sur la variable message. Ensuite, message.notifyAll, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai terminé l'écriture sur le vecteur des messages, je dois notifier les autres threads en attente que la ressource maintenant est libre. D'accord? Donc là, notifier que la ressource est libre, donc je vais donner le jeton sur cette ressource. Récapitule, une ressource partagée entre différents threads. Chaque thread qui estime se connecter doit locker ou bien doit verrouiller la ressource. Comment il va la verrouiller? Donc sur cette ressource, on crée, ou bien le système d'exploitation, il va créer un token ou un jeton.
Donc, la personne qui est en train d'écrire sur cette ressource, elle va prendre ce jeton. Une fois il termine, il va délibérer le jeton. Donc, le système d'exploitation, on va informer les autres ou bien la machine virtuelle. Donc, les autres seront informés que le jeton est libre. Avec message.notify all. D'accord? Donc, là, le jeton est libre. Donc, le premier thread qui va récupérer ou bien qui va accéder à ce jeton, il va gagner l'accès à cette ressource. Et rebelote, les autres se remettent en attente. Donc, on a terminé la méthode heavy. Donc, bien sûr, la méthode try catch. Donc, le catch, en cas d'exception, on va afficher l'erreur et on va afficher que cette socket ou bien cet utilisateur, elle est déconnectée et je ferme notre socket. Méthode run. Donc, méthode run, c'est pour instancier la méthode client thread. Et après, finalize pour fermer socket et supprimer l'élément lors de la déconnexion du client et informer les autres, comme vous voyez ici, out.writeUTF, username has left the ERC. Et finalement, notre méthode main. Au niveau de la méthode main, nous avons la variable port et ensuite, on instancie une socket de serveur. Donc, server socket pour se mettre à l'écoute. Et après, while true, tant qu'il y a une tentative de connexion par un client, qu'est-ce que je vais faire? S égale à SS, donc server socket.accept. Ensuite, on doit ajouter cette socket à notre vecteur de client socket. Donc, client socket.addElement. Après, on va afficher que la socket a été acceptée et finalement, new server s.start. Pourquoi? Donc là, je vais déclencher un thread sur la ressource partagée avec le client récemment connecté. D'accord? Est-ce clair, s'il vous plaît? Allô? Est-ce clair, s'il vous plaît? On continue? Donc, Oui, madame. la partie la plus difficile est déjà expliquée. On passe maintenant de la classe Message Sender avant de voir classe client. Donc, Message Sender, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, là, Message Sender contient le vecteur des différents messages, socket, attribut socket, l'input stream, l'output stream, compteur ici pour parcourir l'ensemble des messages et ensuite le nom du client. Le constructeur, donc Message Center, contient les attributs message, vecteur de collection de chaînes de caractères, data input stream, data output stream et la liste des clients. Donc, comme vous savez, this.message égale à message, etc. Ensuite, la méthode run. Donc, là, une méthode run, pourquoi? Pour jouer le rôle de chef d'orchestre ou bien manipuler le traitement sur la ressource partagée lorsqu'elle est en utilisation. D'accord? Donc, while true. While true, la tant qu'il y a la connexion, elle est déjà établie. Try if iterator elle est supérieure ou égale à message.size. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tawa, taille de tableau, plutôt le compteur, elle est supérieure à la taille de notre vecteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un nouveau message a été créé ou bien reçu. Okay? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire?
on doit attendre jusqu'à qu'un thread des autres utilisateurs notifie que le jeton est délibéré ou bien qu'il a terminé l'écriture sur le vecteur. D'accord? Donc, on va écrire sur le vecteur des messages, qui est une ressource partagée. Donc, je dois notifier l'application que le message est déjà partagé par le mot-clé Synchronized Message. Ensuite, message.wait, j'attends. Après, je dois envoyer à toutes les personnes, à l'exception du client qui a envoyé le message. Donc, if le message ne commence pas par username, par le nom de client actuel, qu'est-ce que je vais faire? dout.write utf message et ensuite dout.flash. Après, qu'est-ce que je vais faire? Itérateur plus, donc j'incrémente le compteur. Pourquoi? Parce que ici, puisque j'ai attendu, faites attention, puisque j'ai attendu qu'une autre personne est en train d'écrire sur le vecteur. Donc, la valeur de nombre de messages, ça sera quoi? Ça sera itérateur plus 1. Exemple, le vecteur de message contient 9 messages. Ensuite, j'estime écrire un message. Donc, le nombre de messages doit être 10. Or, je trouve que la ressource, elle est déjà en utilisation par un autre thread. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le deuxième élément, elle est déjà écrit par l'autre thread. Donc, le message que je vais écrire, ça sera le 11e. Avec un itérateur plus. Préparation. Prochaine instruction, l'étape هذه اللي هي message.add element. Ensuite, synchronized message. Lorsque je termine, message.notify_all. Donc, on a terminé la classe message sender. On passe maintenant à la classe client. La classe client, donc, c'est la plus simple classe entre les trois. Donc, public class client extends the thread contient les attributs socket, data input, data output stream et la chaîne de caractères du pseudo, le nom du client courant. Ensuite, au niveau de la méthode principale de thread, qui est la méthode run, qu'est-ce qu'on va faire? While true, tant que la connexion est encore établie, din.out.println, din.read etc. Donc là, tant que, donc là, je vais lire à chaque fois les valeurs saisies par le client courant. Partie mail, j'instancie ma socket, donc S est égal à new socket localhost 8082. À la place de localhost, vous pouvez travailler avec variable hot, comme on a vu à l'exercice numéro 2. D'accord? Pour avoir une application plus performante, plus utilisable. Après, din égale à new data input stream, qui prend le canal, le flux d'entrée à partir de s.getInputStream. Dout qui prend le flux à partir du canal de sortie de socket. Ensuite, BufferedReader BR pour récupérer les informations de system.in. Après, donc system.out.println, type your username. On demande à l'utilisateur, au nouveau client, de donner son nom. Une fois le nom est récupéré dans une variable nommée username, je vais envoyer cette information au serveur. Donc, dout.write utf username.
Ensuite, client.start, donc je lance thread de client. D'accord? Donc, client.start, je vais exécuter run. Donc, je garde l'un des in for read ETF. Ensuite, while true, str est égal à br.readline. Je récupère la chaîne reçue par l'utilisateur et je l'envoie dout.writeUTF. Bien sûr, si la chaîne elle est différente de stop, c'est-à-dire l'utilisateur choisit d'envoyer des messages et ne termine pas le chat avec ses camarades ou bien ses amis, les autres clients. dout.flash et à la fin on ferme notre socket. هذايا le code source de l'exercice numéro 3 de notre TP. On peut passer à l'exécution pour tester. Donc voilà. Pour arrêter les autres applications, je clique à l'Eclipse, je clique sur ce bouton pour terminer. Et ici, pour fermer tous les consoles. D'accord. Donc là, serveur, je dois lancer tout d'abord le serveur pour qu'il attend les requêtes des clients. Donc lancer serveur. Voilà. Et donc le serveur est à l'écoute. Ensuite, je lance notre client. Voilà, type your username. Je prends un nom au hasard, Marine par exemple. Donc, voilà. Lorsque je clique sur Entrée, je reçois Welcome to the chat IRC Marine. Je vérifie l'ensemble de console, l'ensemble des autres threads en exécution. Donc, on a un seul client et un seul serveur. J'ajoute un autre client. Donc, déjà le client là, il est sélectionné, le fichier client sélectionné. Je clique à la run exécution de ce fichier. Donc, j'exécute. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Type your username. Maintenant, le console contient 3 éléments. Donc, on dit de nouveau console pour le client, le premier client et l'autre client. Donc, par exemple, je prends un autre nom, Mohamed. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le console de Marie note, elle est notifiée que Mohamed has joined the IRC. نرجع توا للكونسول de Mohamed نشوف شنو qu'est-ce qu'elle a reçu comme information ou bien message de serveur. Là هنا voilà. Welcome to the chat IRC Mohamed. Here is the list of connected users. عندك مريم في الليسته connectée. J'ajoute un autre client. Par exemple, Ali. Donc, Ali, il y a bienvenue. Donc, welcome. La liste des personnes connectées, Mariam et Mohamed. Je vérifie les autres consoles. Donc, là, note, Ali has joined the IRC. N'est-ce pas le console de Mohamed? Je vérifie console de Mariam. Donc, là, Mariam, deuxième notification, Ali has joined the IRC. Par exemple. Donc là, sur le console de Ali, il est notifié que Mariam a dit bonjour. L'autre console de Mohamed, Mariam a dit bonjour.
Je vérifie maintenant la console de Mariam. Donc, Mariam, هي اللي بعثت le message. Elle n'a pas de notification de son message. Et voilà, notre application est convenablement déployée. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Non, madame, ça va. Parfait. مادام مش ينجموا يبعثوا دي ميساج. هكا بعثنا déjà message, بعثنا exemple. اوكي. تحب تشوف l'exécution? عاود partage. Qui a posé la question? انا محمد علي. سي بون. اي بونجور. لهنا مريم بعثت بونجور. في الكونسول لنا التفيش الكونسول كورونت شوا. Par contre عندي plusieurs threads, عندي plusieurs consoles, plusieurs applications en parallèle اللي هما serveur, premier client, deuxième client, troisième client. D'accord? Donc لنا الكليون هذايا كونسول دو علي فيها مريم ادي بونجور. سي بون. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Révisez bien, s'il vous plaît, la partie de synchronisation. Vous pouvez prendre d'autres exemples sur Internet, etc. pour mieux maîtriser les ressources partagées entre les frères. مدام احنا مش عادي زي تبي. Là, je dois discuter avec le prof de cours pour savoir. Ok? D'accord. Voilà. Donc, on va discuter ensemble. ما يفهم possibilité من عادي وش منه. Pas de décision finale encore. Sinon, l'un titre comme remarque, vous devez réviser la synchronisation ZEDA. Pourquoi? Parce que quand même, aider, ce sera une partie inclue dans votre examen principal. D'accord, madame. L'ITP, c'est une application directe de notions fondamentales اللي موجودين في الكور. مدام بالله كنت نجم تبعث لنا الكود نتاع l'exercice 3. Ok, donc je vais partager le code source de l'exercice 3 pour vous et pour l'autre groupe. Merci. نجم الكوريكسيون تاع TP 2 ou 3. D'accord, ok. Avec plaisir. C'est bon? Tout est clair? Merci madame. Rien, je vous en prie. Donc j'espère que les nuances se sont fixées. Maintenant, tous les points sur les i